Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme exclusif consacré à l'actualité de l'Union africaine. À la une de cette édition, focus sur les perspectives de développement et défis de l'Afrique en 2024. Une fois de plus, bienvenue dans l'African Union Journal. L'Afrique consacre chaque année 35 milliards de dollars à l'importation de produits alimentaires. Selon les prévisions de la Banque africaine de développement, les importations alimentaires du continent devraient atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2025. L'Union africaine recommande à ses États membres de consacrer au moins 10% de leur budget annuel à l'agriculture afin de faire face à cette situation. Assurer l'autosuffisance alimentaire est l'un des défis majeurs fixés par les dirigeants africains pour l'année 2024. Mildred Yamou et Richard Ambassa pour les détails. Garantir l'autosuffisance alimentaire est l'un des chantiers majeurs fixés par les gouvernements africains pour l'année 2024. Une approche rendue nécessaire en raison des multiples chocs exogènes et de la volatilité du marché international. L'Afrique importe chaque année des produits alimentaires pour près de 35 milliards de dollars. Les prévisions de la Banque africaine de développement révèlent que les importations alimentaires du continent devraient atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2025. En Ouganda, par exemple, des efforts sont entrepris pour limiter la dépendance aux importations d'aliments. Like cotton, like sugarcane, etc. Les cultures comme le maïs, le coton, la canne à sucre rapporteront beaucoup d'argent si elles sont cultivées à grande échelle. De plus, l'agriculture intensive ne peut être rentable sans l'agriculture extensive à grande échelle. Cette année, nous poursuivrons nos efforts pour rationaliser l'économie et la société ougandaise. In rationalizing the economy and society of Uganda. Pour les experts, l'Afrique a la capacité de nourrir le monde, alors qu'elle détient 65% des terres arables non exploitées du monde. Afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire, l'Union africaine recommande à ses États membres de consacrer au moins 10% de leur budget annuel à l'agriculture. Dans ce contexte, le gouvernement nigérian veut intensifier son plan visant à cultiver 500 000 hectares de terres agricoles à travers le pays. We will step up our plan to cultivate 500,000. Nous intensifierons notre plan visant à cultiver 500 000 hectares de terres agricoles à travers le pays pour y cultiver du maïs, du riz, du blé, du mil et d'autres cultures de base. Nous avons lancé l'agriculture de saison sèche sur 120 000 hectares de blé dans l'état de Jigawa en novembre dernier dans le cadre de notre programme national de développement du blé. Sur le continent, les principaux aliments importés comprennent le riz, le blé, l'huile végétale, le lait en poudre et le poisson. La Côte d'Ivoire, qui dépense environ 10% de son budget pour importer de la nourriture, principalement le poisson, souhaite redresser cette situation en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire. L'exécutif entend notamment renforcer l'appui aux agriculteurs à travers la mise à disposition d'intrants et d'équipements afin d'améliorer la productivité et l'approvisionnement du marché local. Le gouvernement renforcera également l'appui et l'encadrement des producteurs dans les zones de grande production à travers la mise à disposition d'intrants, d'équipements et de la logistique permettant d'améliorer de façon significative la productivité et l'approvisionnement efficace des marchés locaux en produits vivriers, en vue de parvenir à l'autosuffisance pour les principales denrées alimentaires que nous consommons. Le développement des systèmes agricoles reste crucial pour assurer l'autosuffisance alimentaire en Afrique, selon les experts. Ils appellent à libérer le potentiel agricole du continent afin de progresser vers l'ambition de voir l'Afrique nourrir l'Afrique. Une Afrique en bonne santé et prospère, tel est l'idéal défendu par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et pour bâtir l'Afrique que nous voulons, les aspirations de cet agenda de l'Union africaine appellent à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, encore très peu répandue sur le continent.
Et pour redresser la courbe, les chefs d'État africains se sont engagés à restructurer les systèmes sanitaires et permettre aux populations d'y accéder. Nana Kamsu et Johnson Djali Chamandé pour les détails. La vision 2030 du Kenya vise à transformer ce pays d'Afrique de l'Est en un État nouvellement industrialisé à revenus intermédiaires, offrant une qualité de vie élevée à tous les citoyens d'ici 2030 et une couverture santé universelle. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement kenyan a lancé en 2023 un système électronique d'information sur la santé communautaire, une application mobile qui facilite la gestion des services de santé à l'intention des 100 000 districts du pays. Une étape importante dans le parcours du pays vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Notre programme de couverture sanitaire universelle a mis en place une approche transformatrice de la prestation de soins de santé avec 100 000 promoteurs de santé communautaires qui contribuent activement à l'amélioration de la santé de notre pays. Nous sommes témoins de l'impact tangible de notre dévouement au bien-être de la population. Dans cette nouvelle ère, nous poursuivons la transformation de notre système de santé au niveau tertiaire et secondaire en mettant l'accent sur la nécessité. Au Togo, l'assurance maladie, jusque-là réservée aux fonctionnaires et à quelques corps constitués, soit près de 8% de la population selon le ministère de la Santé, sera étendue à toute la population togolaise au cours de l'année 2024. Une grande réforme sociale promise par le président togolais en 2020 lors de la campagne présidentielle. Le système qui vise à garantir un accès aux soins de santé essentiels s'étend déjà à toute la population depuis début du mois janvier 2024. C'est que seront poursuivies les actions d'extension de l'assurance maladie universelle pour couvrir 2/3 de la population à l'horizon 2025. La couverture santé universelle reste encore un réel défi au Tchad. Plus de 78% de la population totale vit en milieu rural. L'accès aux services de santé est difficile en raison des longues distances, du nombre limité de centres de santé, de la pénurie de personnel de santé qualifié et de l'insuffisance du plateau technique. Pour pallier le problème, le président de transition Mahamat Idriss Déby a annoncé une réforme totale du système sanitaire. Nous devons bâtir un système de santé solide, capable d'alléger les souffrances, de sauver la vie de nos concitoyens et de nos femmes qui ne doivent plus mourir en donnant la vie. Selon la Banque mondiale, la plupart des pays africains ont intégré l'objectif de la santé universelle dans leur stratégie nationale de santé. Pourtant, la traduction de ces engagements en réalité tarde à se concrétiser. À ce jour, le Kenya et le Togo font figure de bons élèves en Afrique subsaharienne. Protéger et promouvoir les droits de chaque citoyen est l'une des principales ambitions des États africains. Mais les conflits armés, les soulèvements et les violations des droits de l'homme par des acteurs étatiques ou non continuent en Afrique comme dans le reste du monde. Et pour garantir ces droits, l'Union africaine appelle à la signature commune de la Charte africaine des droits de l'homme. Progrès, défis et menaces à la protection des droits de l'homme en Afrique, un sujet signé Marie-Joëlle Ballot et Stéphane Yohanana. Conflits intercommunautaires, coups d'État, terrorisme, disparité de genre sont des mots qui sont à l'origine du dysfonctionnement relatif au respect des droits de l'homme en Afrique. Entre 2019 et 2023, l'Afrique a connu plus de 6 coups d'État et plus de 4000 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés. Des faits marquants qui appellent à l'unité des Africains dans la lutte contre ces fléaux qui gangrènent la société tout en freinant son épanouissement. Nos efforts communs pour réaliser l'agenda 2063, le plan directeur pour le développement de notre continent, doivent nous guider dans nos velléités de redressement. Dans cet ordre d'idées, la question des changements anticonstitutionnels de gouvernement se pose en toute acuité dans notre continent. Nous avons le devoir permanent de rester vigilants afin d'éviter la répétition de ces déviances extrêmes qui n'honorent pas l'Afrique. Pour s'assurer du respect du droit humain, l'Union africaine, à travers la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, travaille en étroite collaboration avec d'autres institutions telles que la Croix-Rouge. Pour Emingoy Lumbu,
Président de cette commission, même si la promotion des droits de l'homme a beaucoup évolué au cours des dernières années, l'appui des institutions panafricaines, ONG et autres gouvernements africains nécessite une plus grande implication. Nous avons fait un grand pas. Beaucoup de documents ont été traduits dans beaucoup de langues, surtout dans les langues officielles de l'Union africaine. Mais je ne dis pas que c'est tout dans le domaine de promotion, sinon on arrêterait nos missions de promotion. Il y a encore d'autres domaines que nous continuons petit à petit avec les droits émergents à sensibiliser les États sur la question. Grâce à la Charte africaine des droits de l'homme, la femme et l'enfant bénéficient d'une protection en tant que personnes vulnérables. Cependant, pour Marie-Louise Abomo, commissaire à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il est temps pour les Africains d'entendre la cause des personnes âgées et des personnes handicapées. L'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme a défini ces personnes vulnérables, dont la femme, l'enfant, les personnes âgées et les personnes handicapées. Jusque-là, seule la femme, avec le protocole de Maputo, l'enfant, avec la charte du bien-être et des droits de l'enfant africain, sont totalement protégés. Les personnes âgées, les personnes handicapées, bien qu'elles soient protégées dans les politiques et les programmes des États, ne sont pas protégées par un instrument contraignant régional comme les autres. Pour une meilleure interaction des ONG d'Afrique avec le système africain des droits de l'homme, les États ont intégré dans leur gouvernance des systèmes d'enseignement des droits de l'homme. Certains experts recommandent la création d'un programme de droits humains axé sur les personnes en Afrique pour une prise en charge effective. Dans le reste de l'actualité sur le continent, le Maroc élu à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024. Et puis la communauté d'Afrique de l'Est ambitionne une hausse de 40% du commerce intra-régional d'ici 2030. Et enfin, en zone CEMAC, les créances en souffrance quadruplent en 10 ans pour atteindre 917,9 milliards de francs CFA en 2022. Le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à Genève a été élu le 10 janvier 2024 à la tête du Conseil des droits de l'homme chargé de renforcer la promotion et la protection de ces droits dans le monde au terme d'un scrutin à bulletin secret. L'ambassadeur Omar Zniber a obtenu 30 voix des 47 membres du Conseil contre 17 pour l'autre prétendant à ce poste, l'ambassadeur sud-africain Zolizi Ngozi. Après avoir été élu, Omar Zniber a dit au Conseil vouloir œuvrer à répondre aux exigences de notre travail commun si important et si fondamental, celui de la promotion du respect et de la garantie des droits humains tels qu'universellement reconnus. 18e président de cet organe onusien créé en 2006, le Marocain Omar Zniber est le 4e diplomate africain à diriger le Conseil des droits de l'homme. La communauté de l'Afrique de l'Est ambitionne de porter le commerce intra-régional à 40% de ses échanges avec le reste du monde d'ici 5 ans, contre 11% actuellement. Pour atteindre cet objectif, le secrétaire général de l'EAC, Peter Matouki, a la mutualisation des actions pour éliminer la multitude d'obstacles au commerce qui persistent depuis des années. Il s'agit notamment d'optimiser la mise en œuvre des protocoles de l'union douanière et du marché commun et de mettre en œuvre le tarif extérieur commun à 4 fourchettes pour améliorer la compétitivité commerciale. Peter Matouki a également fait savoir que les barrières non tarifaires étaient à l'origine de la faiblesse du commerce intra-régional. Au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, le commerce intra-régional a suivi une trajectoire ascendante, les biens et services échangés en 2022 étant évalués à 10,1 milliards de dollars, 11% du commerce de la CAE avec le reste du monde. Tandis qu'en 2021, le commerce au sein du bloc, qui comprenait alors 6 nations avant l'admission de la RD Congo, était évalué à 9,8 milliards de dollars. L'encours des créances en souffrance a atteint 1917,9 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022 au sein de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, soit 18,3% des crédits bruts, en retrait de 1,1%
par rapport au niveau enregistré un an auparavant. C'est ce que renseigne la revue de stabilité financière 2022, publiée le lundi 8 janvier 2024, publiée par la Banque des États d'Afrique centrale. Selon l'institution financière, cette dégradation de la qualité du portefeuille de crédit des banques sur la période 2012-2022 s'explique à la fois par des facteurs conjoncturels et structurels. Pour limiter la progression de ces créances qui affectent la liquidité des banques et réduisent leurs actions de financement de l'économie sous-régionale, la Commission bancaire de l'Afrique centrale a appelé les banques à fournir des plans d'apurement de ces créances en souffrance et la mise en place de mesures visant à améliorer les dispositifs de gestion du risque de crédit. L'Union africaine et ses États membres jouent un rôle crucial dans la promotion de la paix en Afrique et dans le reste du monde. Face aux défis actuels liés à la prolifération des conflits armés, l'organisation panafricaine prône la bonne gouvernance et met l'accent sur le développement inclusif comme moyen de prévention des conflits. Sur le plan diplomatique, l'Afrique s'engage de plus en plus dans la médiation des conflits à différentes échelles, en mettant l'accent sur le dialogue et le respect du droit international. Nathalie Moore et Catherine Elundu pour les détails. Face à la prolifération des conflits sur le continent et en dehors, les appels à la paix de l'Union africaine et ses États membres se multiplient. En début d'année 2024, le monde est en proie à 15 conflits armés majeurs alimentés par le terrorisme, les crises séparatistes et les changements climatiques notamment. Dans un monde encore marqué par la crise sanitaire de Covid-19, les conséquences de la guerre en Ukraine et la guerre en cours en Palestine occupée, aucun pays, aucun dirigeant ne peut rester indifférent. Je souhaite ainsi que la mission de paix que l'Union africaine a menée en Ukraine et en Russie contribuera à la résolution de ce conflit et à la fin de la guerre dans ce pays. J'exprime ma condamnation des massacres qui se déroulent sous nos yeux à Gaza et les territoires palestiniens occupés et ma consternation face à la passivité parfois complice de certains acteurs de la communauté internationale. Le positionnement de l'Afrique est clair, la paix se construit. C'est dans cette dynamique que l'Union africaine ne cesse de prôner la bonne gouvernance et de s'opposer fermement à la prise du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Par ailleurs, l'organisation panafricaine considère qu'un développement inclusif doit trôner au centre de la prévention des conflits au sein des 5 régions africaines. In the African Union system, we want to display Nous, au sein du système de l'Union africaine, voulons afficher notre vibrant engagement à résoudre les problèmes urgents de la reconstruction sociale, de la lutte contre l'extrémisme violent, de la promotion de la bonne gouvernance et du rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Au sein de l'Union africaine, nous avons la conviction inébranlable que le développement des capacités reste un facteur essentiel pour construire et cimenter les liens de solidarité africaine pour la paix et la stabilité en Afrique. Of African solidarity for African peace and stability. Sur le plan diplomatique, l'Afrique prend de plus en plus d'initiatives dans la médiation sur des terrains de conflit à l'échelle nationale, régionale et mondiale. La vision de l'Afrique pour la paix repose sur la coopération militaire et le renforcement du multilatéralisme politique. C'est ainsi que les blocs régionaux tels que la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement d'Afrique australe ont déployé des forces régionales pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo entre 2022 et fin 2023. Dans la Corne de l'Afrique, l'autorité intergouvernementale pour le développement fait peser son leadership en faveur du rétablissement du dialogue entre les forces belligérantes au Soudan. Sur la scène internationale, conformément à nos valeurs de paix et de justice, nous avons apporté notre contribution à une région pacifique et prospère en tant que président de la SADC, organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. L'objectif manqué de faire taire les armes sur le continent en 2020 va de décourager à raviver l'engagement de l'Union africaine à s'opposer au déclenchement des conflits armés. Dans un contexte où les grandes puissances mondiales apportent des réponses militaires,
à l'apparition de nouveaux foyers de tension, l'Afrique se démarque par la promotion du dialogue et l'appel au respect du droit international. C'est ce message qu'ont porté les présidents Cyril Ramaphosa, Macky Sall, Hage Geingob et Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, à la faveur d'une mission de paix aux chefs d'État russes et ukrainiens en juin 2023. Le troisième sommet du Sud se tiendra du 20 au 23 janvier 2024 à Kampala, en Ouganda, sur le thème « Ne laissez personne de côté ». Le sommet vise à impulser la coopération entre les 134 États membres du groupe des 77 après le deuxième sommet du Sud qui s'est tenu à Doha au Qatar du 14 au 16 juin 2005 et le premier sommet du Sud qui a eu lieu à La Havane à Cuba en 2000. Le troisième sommet se tient en Afrique suivant le principe de rotation géographique du G77. À Kampala, les participants examinent la coopération Sud-Sud dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, de l'éradication de la pauvreté et de l'économie numérique, entre autres. Rome, capitale de l'Italie, accueille du 28 au 29 janvier 2024 la première conférence Italie-Afrique. La réunion examinera le plan de coopération énergétique que l'Italie souhaite proposer aux pays africains selon le Premier ministre Giorgia Meloni. Ce plan, connu sous le nom de plan Maïtia, est nommé d'après le fondateur du groupe énergétique italien Eni, Enrico Mattia, devrait jeter les bases d'une coopération globale entre l'Italie et l'Afrique. Un vaste programme d'investissement et de partenariat sera présenté à l'occasion du sommet. Du 4 au 6 mars 2024, Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueille le sommet de l'Union africaine de radiodiffusion sur l'intelligence artificielle et les médias. Durant 3 jours, d'éminents scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle et des hommes de médias échangeront sur les considérations éthiques liées à l'automatisation des processus éditoriaux et sur l'impact de l'IA sur la diversité et l'intégrité de l'information. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Union internationale des télécommunications, principalement concernées par ces questions, seront également présentes à la réunion. Faut-il abolir la peine de mort ? La question est au cœur des débats dans nombre d'États africains. Si pour certains, la peine capitale est nécessaire pour le maintien de l'ordre et dissuader contre les crimes graves, d'autres par contre plaident en faveur de son abolition au nom des droits de l'homme et de la dignité humaine. C'est le cas du groupe de travail sur la peine de mort en Afrique de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples que préside Idrissa Sow. Philomène Tine dresse le portrait d'un magistrat engagé contre la peine de mort en Afrique. Dans le paysage complexe des droits de l'homme en Afrique, une figure émerge, celle du commissaire Idrissa Sow, qui occupe actuellement le poste de président du groupe de travail sur la peine de mort au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Il porte le plaidoyer en faveur de la justice et de la protection des droits fondamentaux. Ainsi, il ne cesse d'appeler les États à intensifier leurs efforts en vue de l'abolition de la peine de mort sur le continent. Première avancée majeure que je dois souligner, c'est par rapport aujourd'hui à la possibilité qui est donnée aux individus ressortissants des États membres, des États partis à la charte, de pouvoir saisir une commission qui siège au niveau international, au niveau de l'Union africaine, c'est-à-dire la Commission africaine, lorsque ils se plaignent en fait de la violation des droits, de leurs droits qui sont consacrés par la charte. Le commissaire Idrissa Sow a acquis une vaste expérience dans le domaine des droits de l'homme avant de prendre les rênes du groupe de travail sur la peine de mort. Magistrat de formation, il est conseiller délégué à la Cour suprême du Sénégal, docteur en droit public et chargé d'enseignement à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En plus d'une thèse de doctorat, il a publié en 2021 un ouvrage intitulé « La fonction judiciaire dans les systèmes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO » pour tenter d'aborder l'une des questions les plus sensibles et controversées auxquelles l'Afrique est confrontée, la justice de l'intégration. Alors, le constat est que le droit communautaire aujourd'hui a pénétré nos ordres juridiques nationaux.
Mais le constat est que ce droit est méconnu, est encore méconnu. Donc à partir de ce constat, on a senti la nécessité d'abord de consacrer à cette matière une thèse de doctorat. Et à partir de cette thèse de doctorat, nous avons fait cet ouvrage qui a enrichi un tout petit peu en fait, toutes les réflexions qu'on a portées sur les différentes problématiques que nous avons identifiées dans notre thèse. Plusieurs pays du continent s'opposent à la peine de mort. À fin 2022, 26 pays africains sur 55 ont aboli la peine de mort. Afin de promouvoir l'abolition de cette pratique, le groupe de travail sur la peine de mort met en avant la dignité humaine et les principes fondamentaux des droits de l'homme. L'avancée réside dans le fait que nous assistons à ce qu'on appelle une possibilité d'internationalisation des conflits liés à la protection des droits de l'homme. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, organisme clé de l'Union africaine, œuvre inlassablement pour protéger et promouvoir les droits fondamentaux sur le continent. Idrissa Sow, en tant que président du groupe de travail sur la peine de mort, œuvre avec son organe à protéger et promouvoir les droits fondamentaux sur le continent. Le commissaire Idrissa Sow joue ainsi un rôle crucial dans cette mission. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche d'informations. Et vous le savez déjà, le maire de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.